Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 29 du Café Show. Encore une fois aujourd'hui, on a le plaisir de s'entretenir avec des passionnés et je vous fais un spécial aujourd'hui parce que c'est un épisode, à vrai dire, c'est deux épisodes dans un. J'ai décidé d'inviter un très bon ami à moi, un spécialiste de l'huile d'olive. C'est selon moi la référence en huile d'olive, Michel Favouti et bien entendu qui possède l'entreprise du même nom, Favouti. Et puis, en deuxième partie d'émission, on va faire une petite recette avec sa collègue Maëlys. Fait que j'ai vraiment un très, très beau menu pour vous. Et tout ça, ça commence dans 3, 2, 1. Michel, Salut Alex, ça va? ça va toi? Ben oui. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un bout que je veux te recevoir, puis j'ai essayé. Puis là, je suis vraiment, vraiment content de finalement t'avoir avec nous. Écoute, je suis vraiment, vraiment content. Fait qu'encore une fois, merci de prendre un peu de temps. Un Puis plaisir. une des raisons pourquoi je voulais t'inviter, Michel, c'est parce que tu as une expertise très, très, très pointilleuse qu'on retrouve, en tout cas, moi, j'ai pas retrouvé nulle part ailleurs. Tu es, selon moi, la référence en huile d'olive et bien entendu en produits fins. Donc, mais honnêtement, on pense qu'on connaît l'huile d'olive, mais là, moi, depuis que je te connais, qu'on se connaît depuis des années, je sais que je connaissais pas l'huile d'olive, mais vraiment pas, là. Donc, c'est vraiment ton expertise de toi, là. Oui, ben écoute, faut dire que je suis né dedans un petit peu. Hein? Faut me donner ce crédit-là. C'est que mes parents sont nés dans une région qu'on appelle la Puglia, dans le sud de l'Italie. Puis c'est vraiment le berceau de l'huile d'olive. 40% de la production italienne vient de cette région-là. Et ma famille, depuis des générations, est productrice d'huile d'olive. Moi, je suis né ici, très loin des oliviers, mais rapidement, je me suis passionné de ça. Puis j'ai voulu pousser encore plus loin. Et c'est pour ça que je suis devenu sommelier par la suite, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de désinformations sur l'huile d'olive, puis je voulais trouver les bons mots pour verbaliser ça, pour communiquer les bienfaits de l'huile d'olive, puis comment devenir un bon consommateur averti d'huile d'olive, parce que quand on parle toujours du mauvais côté, tu sais, des huiles contrefaites, par exemple. Puis là, je voulais comme enlever l'attention de ça, puis mettre l'attention sur la qualité, les artisans, les bienfaits. Je veux revenir sur je suis sommelier d'huile d'olive. Okay? Parce que OK. c'est pas quelque chose de commun, là. Sommelier, oui, vin, okay, mais huile Ouais. d'olive. En fait, le terme sommelier, selon moi, est erroné. OK? En italien, le même titre, ça s'appelle assaggiatore. OK? Assaggiatore, il veut dire dégustateur. Fait que notre spécialité, c'est vraiment la dégustation d'huile d'olive, être capable de déceler les qualités et les défauts et optimiser les méthodes de production pour réussir à avoir la meilleure qualité possible. C'est pas sommelier dans le sens comme dans le vin où ce qu'on va faire des accords mais huile. Bien sûr, on les connaît, mais on va pas pousser telle note aromatique avec tel plat comme on va faire un sommelier en vin, par exemple. Le terme anglais, c'est sommelier pour assaggiatore. Okay. Mais en réalité, on devrait être dégustateur professionnel, ça serait plus approprié comme titre. Ben, à vrai dire, puis tu sais, tu as fait un bon point, l'accord mets-huile, c'est pas quelque chose qui est commun, c'est quelque chose que vous avez développé au fil des ans parce que vous avez même un guide, puis on serait porté à croire, je cuisine avec l'huile d'olive, mais non, c'est vraiment pas ça, là. Ben, généralement, on divise les huiles en 3 grandes familles, OK? Les huiles délicates, modérées et prononcées. Fait que généralement, une huile subtile, délicate, on va utiliser ça avec des mets aux saveurs subtiles et délicates, OK? Par exemple, prends un poisson blanc ou une salade verte ou des pâtes citronnées. Si tu mets une huile qui est trop goûteuse, trop amère, trop piquante, ben ça va tuer la saveur du plat. Fait qu'il faut que tu privilégies des huiles délicates. À l'inverse, on va privilégier une huile prononcée avec des mets aux saveurs marquées. Fait que dès qu'il y a de l'ail, de la tomate, du vinaigre balsamique, on veut une huile plus goûteuse parce que si on prend une huile délicate, ben on ne sentira pas la différence. Fait qu'il y a des petites règles de base comme ça à respecter et qui nous incitent à avoir plusieurs huiles dans son armoire. Tu sais, souvent, on a one size fits all, mais quand on commence à rentrer dans cet univers-là, on aime ça avoir plusieurs huiles. C'est tellement vrai parce que depuis que je te connais, tu sais, comme j'ai comme essayé toutes les huiles que tu as, puis tu en as plusieurs. Puis maintenant, je suis capable de dire ça avec la pizza, ça avec la salade, ça pour cuisiner, ça, tu sais, puis
Puis honnêtement, ça fait toute une différence, là. Vraiment toute une différence. Absolument, absolument. C'est vrai, tu es un grand amateur d'huile, Maintenant, Alex. oui. Oui, oui. Mais depuis longtemps, tu es un de nos bons clients d'huile d'olive, puis je sais que tu en utilises beaucoup. C'est laquelle ta préférée, toi? Ben moi, c'est classique, c'est la Planeta. C'est la Planeta. Ouais. Tu sais, je l'achète en sérieux. La quantité d'huile d'olive qu'on passe chez nous, c'est même des fois épeurant, tu sais, parce que j'aime vraiment ça. Puis après ça, j'ai mes petites huiles. J'aime beaucoup la Merula, c'est super doux. Puis j'aime vraiment beaucoup ta Savouti. Oui, la modérée. Vraiment, là, parce que, tu sais, il faut le dire, tu as aussi, tu sais, on reviendra à la fin, là, mais tu as aussi une belle gamme de produits que vous avez décidé au fil du temps. Mais là-dedans, il y a une huile d'olive qui porte ta marque. Exactement, c'est ça. Fait que nous, on s'est pas arrêté à les huiles d'olive de ma famille, OK? Rapidement, tu sais, quand tu es amoureux d'huile d'olive, tu deviens fan d'artisans particuliers, là, les plus réputés à travers le monde. Fait qu'on se sent vraiment privilégié de représenter des grandes maisons au Québec, dont Planeta, dont Marqués de Valdueza qui fait la Merula, Rincon de la Subetica. Mais c'est sûr que émotionnellement, les huiles Favouti sont un peu plus spéciales parce que on les a fait de A à Z. Tu sais, on a choisi la région, la variété, le degré de maturité, l'artisan, la machinerie pour la faire aussi. Fait que oui, on a développé nos propres huiles d'olive avec mes 2 variétés chouchou. Donc, tu as parlé de la modérée, là, l'huile de tous les jours. Elle, c'est de la manzanilla. Et pour la prononcée, qui est notre huile de finition, on a pris la variété reine de la Puglia, qui est la Coratina. D'ailleurs, de toutes les variétés dans le monde, c'est celle qui a le plus d'antioxydants et de polyphénols. Et donc, elle est très, très relevée. Une belle amertume, un beau piquant puis une belle harmonie. Bon, là, clairement, là, j'espère que tout le monde a compris que tu avais comme l'expertise des expertises. Mais là, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un petit cours 101 d'huile d'olive? Okay. Pour les gens qui nous écoutent, là, on connaît pas ça. Comme moi, avant que tu te connaisses, je connaissais pas ça. Fait que une bonne huile d'olive, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche? Bon, les éléments de base, d'abord, on veut rechercher une huile d'olive qui est extra vierge. OK? C'est la meilleure qualité. Fait qu'avant toute chose, extra vierge. Ensuite, on va privilégier une huile dans une bouteille de verre foncé ou un contenant en pack pour protéger l'huile de la lumière, parce que la lumière peut accélérer son oxydation. Et l'élément le plus important, c'est la fraîcheur. Parce que l'huile d'olive, c'est pas comme une bonne bouteille de vin que tu mets au cellier. OK? Faut la consommer vite et fraîche. Idéalement, 18 à 24 mois après sa date de production. Fait que plus tu t'éloignes de la date de production vers la date d'expiration, moins ton huile est fraîche. Fait qu'il faut vraiment privilégier les huiles les plus fraîches. Ça, c'est les principaux critères pour choisir une huile d'olive. Moi, je commencerais par ça. OK. Fait que là, moi, je suis au magasin, je suis à l'épicerie, puis là, pressé à froid, tu sais, comment je m'y retrouve là-dedans, là? Vierge, extra vierge. Ouais, c'est ça. Fait que, OK, il y a une organisation internationale qui est à Madrid, OK, mais qui est intergouvernementale, qui s'appelle le Conseil oléicole international. OK, c'est eux qui ont déterminé les paramètres chimiques et organoleptiques pour définir les différentes typologies, extra vierge, etc. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'entend, tout le monde comprend finalement que extra vierge, c'est la meilleure qualité. Les huiles vierges, extra light, l'huile de grignon, etc., c'est toutes des huiles qui ont soit des défauts de production, soit qui ont été nettoyées et raffinées et qui, sincèrement, personnellement, n'ont aucune raison d'exister. Je veux dire, si tu veux une huile d'olive qui goûte pas l'huile d'olive puis qui apporte pas les bienfaits de l'huile d'olive, aussi bien t'acheter autre chose. Il y a plein d'autres huiles neutres qui existent sur le marché qui sont intéressantes. Ce qui crée de la confusion chez le consommateur, tu l'as dit, quand on rentre en magasin, c'est la grande disparité dans les prix. Comment ça se fait qu'à même la catégorie des huiles extra vierges, tu as des huiles à 5 puis des huiles à 25 $. Puis une des raisons qui explique ça, c'est que ces règles-là ont été écrites il y a plus de 30 ans. Puis depuis, la technologie, les méthodes de production ont tellement évolué que les huiles d'olive extra vierges qu'on est capable de produire aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on produisait à l'époque. Puis le Conseil oléicole international, selon moi, est mûr pour revoir c'est quoi les critères d'admissibilité. Parce que selon moi, il y a peut-être des lobbies ou des pressions qui font en sorte qu'on veut les maintenir accessibles, ces critères-là, et vendre toutes sortes de choses qui, selon moi, devraient être plus des huiles vierges, donc des huiles avec des défauts que des huiles extra vierges. Si on remonte les critères d'admissibilité, le consommateur comprendrait mieux qu'en payant plus, il y a plus. Absolument. OK.
J'ai une question, là, parce que, corrige-moi si je me trompe, là, mais dans l'huile d'olive, il y a une variété de types d'olive. OK, on s'entend? Fait que, est-ce qu'un blend, un mélange de plusieurs types, c'est moins bon qu'une origine? Absolument pas. Tu sais, ça dépend aussi comme producteur, qu'est-ce que tu as sur tes terres. Ça se peut que tu fasses pousser 2, 3 variétés, ça se peut que tu en fasses pousser juste une. Ça fait des choses complètement différentes. Fait qu'un monocultivar, c'est une seule variété. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça te permet de goûter la variété dans sa pureté. OK? Sauf que d'une récolte à l'autre, le goût va changer à cause des conditions climatiques qui vont influencer la qualité du produit. Quand tu fais un blend, quand tu mélanges des variétés ensemble, ben c'est un peu plus pardonnable parce qu'à chaque année, tu peux jouer avec les pourcentages de chaque variété que tu vas mettre dans ton blend pour réussir à uniformiser le goût d'une récolte à l'autre. Moi, les deux, je les trouve intéressantes. Les huiles Favouti, c'est 2 monocultivars, mais tu vois, la Planeta, c'est un blend que je trouve extraordinaire. Puis ce qui la rend extraordinaire, c'est à cause de son blend. Parce que c'est impossible, c'est très difficile à reproduire, parce que c'est comme une recette secrète de l'oléiculteur. Je sais pas si tu as cool. Oui, parce que je vais faire le pont avec ce que je connais un peu, le café. Puis le mélange espresso, c'est des assemblages. Puis c'est ce qui fait la particularité, les profils de goût aromatique, c'est comme une complexité. Exact. Puis c'est tout aussi bon si tu veux découvrir des origines. C'est une origine, un colombien, un Kenya, mais c'est pas un meilleur que l'autre, c'est juste très différent, là, selon ce que tu cherches. Fait que c'est vraiment cool. Écoute, moi, là, je suis un amateur, je connais rien, OK? Je connais rien. Je veux m'amuser en gang, puis je veux faire une dégustation d'huile d'olive. Mettons, là, on jase, là. J'encourage tout le monde à le faire, OK? Parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu sais, c'est quoi une huile de qualité? Comment je fais pour savoir si c'est une huile qui est contrefaite ou non? En fait, c'est super facile. L'affaire, c'est que personne prend le temps de goûter à son huile d'olive avant de l'utiliser. Tu sais, le monde arrive à la maison, ils ouvrent leur bouteille puis ils commencent à l'utiliser. Si on prenait simplement le temps de goûter à chaque fois qu'on achète une nouvelle huile, on développerait des références de ce qu'on aime moins, puis aussi ce qui est bon, puis ce qui est moins bon. OK? Fait que, qu'est-ce que ça goûte une huile d'olive? À la maison, moi, je suggère juste de prendre un verre de vin. Les dégustateurs professionnels, d'ailleurs, j'en ai un ici, les dégustateurs professionnels vont prendre des verres bleus. Pourquoi bleu? Pour pas être influencé par la couleur de l'huile, qui n'est pas un facteur de qualité. OK? Mais à la maison, on peut juste prendre un verre de vin normal avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Puis le premier test, c'est le test olfactif. Fait qu'une huile de qualité, qu'est-ce que ça sent? Ben, ça sent la fraîcheur, ça sent le vert. Fait qu'imagine herbe, gazon, artichaut, banane verte, pomme verte. Tu sais, un beau légume de légumes bio frais là, du marché, là, c'est ça que ça sent. Ça, c'est le test olfactif. Le test gustatif, c'est que tu prends l'huile, tu la mets en bouche, tu aspires de l'air et ensuite tu l'avales. L'exercice d'aspirer de l'air, on appelle ça le strapaccio. Okay, c'est assez impressionnant de voir ça. Tu as déjà assisté à une dégustation, Alex, je ne le ferai pas ici live sur caméra, mais c'est une aspiration qui est assez brutale. Oui. Le mélange d'air et de chaleur va faire ressortir les arômes. Une autre chose qui distingue une huile de qualité au niveau de la texture, c'est que c'est pas huileux. Ça fait drôle à dire, là, mais c'est pas gras une huile de qualité, ça va être fluide, puis ça laissera pas un résidu d'huile sur les lèvres. Contrairement à une huile de masse ou industrielle qui va être beaucoup plus épaisse et beaucoup plus graisseuse. Quand on évalue les huiles, on regarde pour 5 critères. L'amertume, qu'on sent sur les côtés de la langue, le piquant en gorge, la persistance aromatique, les notes aromatiques et selon moi, le plus important, c'est l'harmonie. Okay? C'est quoi l'harmonie? C'est, imagine un groupe de musiciens qui se rencontrent pour la première fois pour jouer un morceau improvisé, puis que ça sonne comme s'ils avaient joué ensemble toute leur vie. OK? C'est ça l'harmonie. Quand une huile est harmonieuse au niveau de son amertume, son piquant, ses notes aromatiques, c'est généralement une huile qui a demandé beaucoup plus d'attention, donc qui a coûté plus cher à produire et qui va être plus dispendieuse. Fait que c'est ça qu'on recherche dans une huile d'olive. Fait que on parle souvent d'amertume, de piquant, mais c'est pas le niveau d'amertume ou le niveau de piquant dans l'huile d'olive qui est important, c'est à quel point ça s'harmonise bien dans son ensemble. C'est ça qu'il faut rechercher. Tu sais, vous devriez tellement, Michel, là, après la pandémie, on s'entend, là, offrir des sessions de dégustation d'huile. Parce que moi, je l'ai vécu. Ouais, honnêtement, c'est un game changer. Complètement. Tu as une autre perception après ça de ce que c'est l'huile d'olive.
ce que tu cherches quand tu te magasines une huile d'olive, là, tu sais. Ouais. C'est fou, là. C'est vraiment... OK. Un mythe. J'ai acheté, de la belle Planeta, là. OK. J'ai dépensé un peu d'argent. Puis là, je fais des frites avec. Excellente idée. Excellente idée. Okay. C'est très intéressant. C'est un autre mythe, ça. OK? Je sais pas si je pense que c'est parti dans les années 80 que l'huile d'olive n'était pas bonne pour la friture. Alors que les peuples de tout le pourtour de la Méditerranée cuisinent et font frire à l'huile d'olive depuis des millénaires. Tu sais. Puis là, soudainement, c'est pas bon. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est les points de fumée. Santé Canada recommande pour la friture, pour toute friture, de ne pas dépasser 180 degrés Celsius, incluant les frites. Okay? L'huile d'olive, ça va de 210 à 220 degrés Celsius. Et une huile de qualité, c'est encore plus résistant à la chaleur. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, mon huile fine, là, je l'utilise juste pour les salades, là, je ne vais pas la faire frire. » Mais en fait, ton huile de qualité, vu qu'elle est plus riche en polyphénol et en antioxydants versus l'huile de masse pas chère, elle résiste encore mieux à la friture que les huiles pas chères. Et elle donne un meilleur goût. Donc, l'huile d'olive est tout à fait justifiée pour la friture. Le problème, c'est que souvent, les gens ils ouvrent leur rond, tu sais, à max, ils s'en vont couper des légumes, ils reviennent 5-10 minutes après, puis l'huile a eu le temps de fumer. Il ne faut pas faire ça. Il faut juste rester à côté de son poêle, on l'allume. Dès qu'on voit que l'huile commence à onduler et à s'élargir, on voit qu'elle est chaude, on met ses aliments, puis on baisse son feu. C'est vrai, ça, c'est un mythe qui court encore aujourd'hui. On a fait un article d'ailleurs, on a fait faire un article par une nutritionniste qu'on a rajouté sur notre site Internet pour démystifier tout ça. Mais c'est vrai, par contre, tu sais, moi, même au début, j'étais comme, je suis pas sûr, puis moi, je n'utilise que ça. De toute façon, c'est un goût, là, c'est un choix personnel, mais j'en fais des frites, là. C'est vraiment super bon. Mais il y a tout le temps, non, on ne frit pas d'huile d'olive, tu sais. Mais voyons, non, je ne peux pas frire d'huile d'olive, tu sais. Il y a tout le temps l'élément c'est parce une huile de qualité, ça coûte quoi? 20-25 $ la bouteille. C'est difficile. Trouver une huile de qualité respectable en bas de 15 $ le demi-litre, sincèrement, c'est très difficile. Fait que ça coûte cher, une huile de qualité. Fait que là, on n'ose pas trop l'utiliser. Mais quand tu y penses, tu bois-tu du vin, toi, Alex? Oui, mais je suis plus un gars de bière, mais oui, un peu. OK. Bon, ben, une bouteille de vin, là, ça coûte quoi, là, en moyenne, 15-20 $? Ça dure combien de temps? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, oui. Fait qu'on en connaît qui consomment plus vite que ça. Mais oui. Tu sais, ça dure le temps d'un souper, alors qu'une bouteille d'huile, ça coûte le même prix. Puis tu mets ça partout, là. Sur tous tes légumes, là, que tu as pris de l'attention à acheter, tu t'es choisi des bons légumes, des bons morceaux de viande, des bons fromages. Puis là, après, ben, tu veux chipper sur ton huile parce que ça coûte cher. Puis tu prends une huile qui est de qualité douteuse, avec organoleptiquement aussi ordinaire. Puis là, on met ça partout. Fait que c'est pas si cher que ça, l'huile d'olive. C'est juste une question de perception. C'est tellement la meilleure analogie que j'ai entendue, celle-là, là. C'est comme, t'as raison. Tu vas avoir 20 $, ah ouais, let's go. Puis là, t'as raison, c'est jour 2. Tu sais, tu mets ça partout. Moi, je sais pas, chez nous, là, l'huile d'olive, après le sel, je pense que c'est la chose qu'on met partout. Tu sais, il y a très peu de choses aussi versatiles en cuisine après le sel que l'huile d'olive pour venir bonifier la saveur des aliments. Fait qu'on en met partout. Fait que tant qu'on en met partout, tu sais, prends une qualité que tu aimes, qui a de l'allure, puis qui est intéressante. Ben, tu m'as ouvert la porte. Parce qu'en parlant de sel, la deuxième chose que j'utilise le plus dans ma cuisine, mais comme il en manque toujours, c'est ton sel. Parce que tu fais pas juste de l'huile d'olive, il faut le dire. Là. Ton sel. Mon Dieu Seigneur. Oui, ça. OK, ça, ouais. Ah, je sais. Totalement addict à ça, Michel. Quand il commence à... J'ai toujours 3 pots. Quand il commence à... Là, j'ai un instant de panique. Alors... c'est magnifique. C'est la même chose pour moi. Puis, écoute, ça, là, ça vient de Bologne, en Italie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent du sel de mer de Sardaigne et ils font sécher des herbes fraîches à l'intérieur. Fait que c'est pas des herbes séchées. Fait que tout le sel prend la saveur des aromates qu'il y a à l'intérieur. Puis je ne sais pas pourquoi, c'est simple. Tu sais, il n'y a rien de compliqué là, dans cette recette-là, mais c'est extraordinaire. Puis une fois qu'on commence à utiliser ça, on ne peut plus s'en passer. Écoute, je vais faire une inside joke parce que Maude, qui fait la gestion de communauté pendant qu'on jase, Maude, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de dire « ça goûte la vie ». Mais je suis désolé, ça goûte la vie.
On entend ça souvent pour nos produits, puis ça nous fait vraiment plaisir. C'est incroyable. Puis là, tu sais, je veux vraiment prendre le temps je veux prendre un peu de temps avec toi pour parler de la gamme Favouti parce que vous avez une expertise dans le choix des meilleurs produits pour la cuisine. C'est vraiment ça, là, typiquement. Puis une des choses que je trouve que vous faites tellement bien, c'est que vous êtes des curateurs des meilleurs produits. Et puis là, je vais me lancer une fleur. Vous êtes allé chercher, mettons, le meilleur en café. Mais c'est vraiment ça que vous faites. Puis corrige-moi si je me trompe, là. Écoute, c'est exactement ça. Tu sais, quand on choisit un produit, notre critère numéro 1, c'est jamais le potentiel de vente. Tu sais, c'est jamais ça qu'on regarde, là. La première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'on sent qu'on a entre les mains quelque chose qui apporte une valeur ajoutée au marché, que le monde va triper. Tu sais, comme le sel, comme l'huile d'olive dont tu as parlé, comme d'autres produits, la crème de pistache présentement. On veut, c'est ça notre critère. Notre deuxième critère, c'est l'artisan qui le fait. On a-tu le goût de travailler avec? Tu sais, comme toi, là, on travaille ensemble pour le café. On aime ça, travailler ensemble. Il retire les deux des bénéfices, puis on grandit à travers ça, puis on sent qu'on apporte quelque chose de nouveau. Après, on pense à la business, puis à tout ce que ça peut apporter. Mais selon moi, si le produit il est d'exception, puis il est fait avec des gens qui ont du cœur, c'est sûr que ça va marcher. Fait que c'est ça, nous, notre mission, c'est de trouver les meilleurs produits puis les meilleurs artisans. Parce que des fois, tu as un puis tu n'as pas l'autre. Puis ça marche. Il faut vraiment les deux dans le cas. Ben, honnêtement, vous faites vraiment une super job parce que toute la gamme dans laquelle vous apposez le nom Favouti, ben, c'est vraiment un gage de très haute qualité. Puis là, on vient de parler de la pistache, on vient de parler comme c'est typique. Puis je vous le dis là, essayez-les. Nous, d'ailleurs, on est très choyés parce que on a la chance de vendre les produits, les tartinables sur notre site qui fonctionnent super bien. Il manque toujours de la pistache parce que ça, la pistache, je sais pas ce que vous avez fait, mais tout le monde, je n'entends que parler de la pistache. C'est la pistache, puis vraiment, c'est vraiment hallucinant comment c'est bon. Puis justement, c'est tellement bon, Michel, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens là, qui sont super cool, là, puis en ce moment, ils nous écrivent, là, puis by the way, merci Maud de répondre à tout le monde. Les gens qui nous écoutent, on va faire tirer 3 tartinades, parce que vous avez un beau trio, puis on va ajouter un 500 grammes de café de votre choix. Fait que continuez à nous écrire durant le live, puis Maud va sélectionner 3 personnes, puis vous pourrez choisir la tartinade de votre goût, ainsi qu'un 500 grammes de café, parce qu'on est gentils comme ça, nous autres. Mais c'est vraiment, vraiment cool, Michel. Écoute, on pourrait faire ça longtemps. On pourrait jaser longtemps, mais là, on a quand même une recette qui nous attend. Ça, c'est vraiment cool. Fait que après toi, on reçoit dans quelques secondes Maëlys, qui est notre experte en cuisine, donc et qui nous prépare une recette. Qu'est-ce qu'elle nous prépare aujourd'hui? Ben, je vais la laisser l'introduire. C'est une recette typiquement italienne qu'on appelle la sbracciolata. Oui, que je n'étais pas capable de prononcer. C'est bon. C'est pour ça que parce que, tu sais, on a notre crème de pistache, mais comme tu l'as dit, avec le même producteur, on fait aussi une crème de noisette qui est extraordinaire, puis une crème de chocolat noisette avec des noisettes de la Sicile qui est tombée par terre. Fait que ça, c'est une recette qui est faite avec la crème de noisette. Je ne sais pas si là, tu tripes sur la crème de pistache, là, mais si tu essaies la crème de noisette, là, tu vas triper tout autant. Fait qu'elle va nous faire une recette avec ça aujourd'hui. T'es vraiment, vraiment super cool. Et merci d'avoir accepté l'invitation, Michel. J'espère que c'était pas trop pire, finalement. Non, tu me sais que j'aime ça, hein, passer à la télé. T'es vraiment, vraiment super bon. Fait que, écoute, un gros merci, puis c'est sûr qu'on refait ça. Merci, Michel. Thanks. All right. À bientôt. Ciao. Donc, sans plus tarder, pour tous ceux qui sont avec nous, on vous l'a promis, on va faire une recette. Ben, je vais pas faire une recette. Maëlys va faire une recette et elle est avec nous en ce moment. Comment ça va? Super bien. Ça va super bien. Donc, c'est toi qui nous présente la recette aujourd'hui. À chaque épisode, on essaye de faire une recette. Puis l'idée, c'est de faire quelque chose, un truc qui est simple. Ici, je pense que c'est quand même assez simple à faire. Ce qui est de vraiment, vraiment cool, maintenant que vous avez lancé votre site transactionnel, les gens peuvent acheter les produits sur le site de Favouti. D'ailleurs, tiens, je vais le mettre ici. Et du coup, ils vont aussi pouvoir découvrir, en plus des recettes, les produits avec lesquels vous faites les recettes. Ça, c'est super cool. Oui, tout à fait. Donc, cette recette est réalisée avec notre farine 00 qu'on a sortie il y a quelques mois.
et également avec notre crème de noisette, comme tu le disais. Bien sûr, c'est une recette qu'on peut aussi adapter avec notre crème de pistache ou notre crème choco-noisette, mais nous, on a préféré la faire avec notre crème de noisette sous les conseils de notre experte culinaire Margherita. Donc, comme tu le disais, c'est une recette très simple à réaliser. Spritchol à table, pour un petit peu d'histoire, en fait, ça veut dire émietté. Donc, c'est un gâteau, en fait, style crumble. On va venir passer une première couche de crumble d'un mélange qu'on va réaliser ensemble, puis une couche de ricotta, en faire la crème de noisette, et puis on va revenir fermer le gâteau avec une dernière couche de crumble. Tout ça mis au four pendant 35 minutes, et puis c'est un régal. J'ai eu l'occasion d'y goûter en avance, puis c'est vraiment très bon. C'est vraiment cool. Donc, je te laisse aller, puis pour ceux qui nous écoutent en ce moment, comme je disais, j'ai mis à côté de l'écran, j'ai mis la recette, donc c'est très facile à trouver sur le site de favouti.com, là. C'est très, très facile. On a une recette, puis c'est dans les desserts. On a réalisé la recette, en fait, exprès pour le café chaud d'aujourd'hui. Donc, voilà, on va la réaliser en direct. Cool. Si tu veux, je peux commencer par présenter les ingrédients dont on va avoir besoin. Donc, tout d'abord, on a besoin de 3 tasses et demie de farine. On va prendre également 3 quarts de tasse de sucre. On va utiliser une cuillère à table pour la dernière étape avec la ricotta. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Encore une fois, sous les conseils de notre experte culinaire Margherita, elle nous a conseillé cette poudre à pâte. Donc, facile, on peut la trouver de partout. Également, une tasse 3 quarts de beurre, comme ici. On a besoin de 2 œufs. Alors, moi, j'en ai pris 3 parce que j'ai fait la recette au préalable à la maison. Puis, ces œufs sont particulièrement petits, donc j'en ai rajouté un 3e, mais on peut en prendre 2 s'ils sont plutôt gros. Et puis là, on a le mélange de la ricotta avec le sucre, la cuillère que j'ai déjà ajoutée dedans. Et puis, bien sûr, le meilleur pour la fin, la crème de noisette. Donc, ça là. Alors, de 4 à 5 cuillères, en fait, mais moi, clairement, j'ai mis tout le pot. Donc, chacun peut doser à sa manière. On peut commencer. La première étape, en fait, ça va être très simple, dans un saladier. Donc, moi, j'ai pris un saladier tout simple. Donc, mélanger la farine. Je vous ai montré juste avant. Est-ce que c'est la nouvelle farine que Michel m'a envoyée? Ah, c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait des pizzas avec ça. Oh, c'est tellement bon, là. Qu'est-ce que tu as cuisiné avec? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire une pizza ou focaccia? Oui, c'est ça. J'ai fait des pizzas avec mon four à pain au chalet, puis c'était magnifique. Elle se travaille tellement bien, puis le goût tellement bon, là. Oui, tout à fait. Mais là, tu vois, ça peut complètement servir aussi pour un dessert. On la met sans problème dans ce genre de dessert. Alors, dans un premier temps, donc là, j'ai mélangé la farine, la poudre à pâte, le sucre et le beurre. Donc, je vais venir, en fait, malaxer une première fois pour mélanger le tout, puis après, on va venir ajouter les œufs. Donc, dans cette recette, en fait, je vais mettre beaucoup d'ingrédients sur les mains. Puis moi, je vais finir la recette certainement avec les mains un peu cracra. Mais hop. Donc là, c'est la première étape. Tu vois, on obtient un mélange. Je vais essayer de pas en mettre de partout, mais pour te montrer quand même. Donc, un mélange, en fait, qui a vraiment l'aspect de la farine. On essaie alors, le beurre aussi, il faut le prendre très froid. Ne pas hésiter à le laisser froid, puis en dés comme ça, puis on va venir l'incorporer. C'est ce qui donne, en fait, le côté granuleux au crumble qu'on apprécie particulièrement. Faut vraiment pas hésiter à… C'est pas grave du tout si la pâte n'est pas homogène. C'est le principe de la recette émiettée, comme je le disais juste avant. À ça, on va venir ajouter donc les œufs, juste le mélanger un peu au préalable. Hop. Puis, je viens l'ajouter. Et là, tu vas voir, on va vraiment obtenir la texture, en fait, plus connue du crumble, qui est… Ah ouais, fait qu'avec les mains tout le long, hein? Oui, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai choisi cette recette. Non, puis là, c'est vraiment le meilleur moment. Moi, c'est le mélange que j'aime, le beurre, le sucre, la farine. Là, j'ai des souvenirs d'enfance où je trempais mes mains pour goûter à ce mélange-là. Donc, c'est vraiment un mélange simple à faire, puis très bon. C'est tellement cool. Merci. Maude, elle vient de mettre le lien dans les commentaires pour la farine 00 de Favouti. Sérieux, si vous êtes comme moi un amateur de pain, si vous aimez faire vos pains à la maison, vos pizzas, vos pâtes. Moi, j'ai commencé à faire mes pâtes, je trouve ça vraiment cool. Essayez-le, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un super produit, là. Ben, comme
comme tous les produits qui portent la marque Pavouti, mais vraiment, la farine, là, c'est vraiment, vraiment un bon produit. Puis on a fait notre recette aussi des crêpes récemment pour la fête des crêpes, la Chandeleur. Puis on a utilisé aussi notre farine 0,0. Puis là, on a vraiment utilisé le trio des crèmes. Donc autant la crème pistache que la noisette, choco-noisette et la noisette. Les trois sur des crêpes, c'est vraiment un délice. Donc là, tu vois, on obtient ce mélange-là après avoir ajouté les œufs. Donc c'est vraiment granuleux, mais ça correspond plus au crumble qu'on connaît. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plat. J'ai mis du papier sulfurisé dessus. Puis, je vais venir faire un fond de tarte. Très simple. Donc, encore une fois, on trempe les mains dans le mélange. Ouais. On va venir déposer dessus. Est-ce que tu vois bien? Attends, je vais un peu baisser. Ah, merci. Ok, voilà. Là, tu vas prendre ton mélange, puis avec les mains, l'étaler pour faire en fait un fond de tarte. Je vais en mettre un peu plus. Fait que ça fait comme une espèce de croûte, là, si on veut, là. Ouais, exactement. Exactement. Puis, suite à ça, on va venir rajouter une couche de ricotta, puis une couche de crème de noisette. La crème de noisette, je conseille de pas trop la laisser au frais avant, ou juste peut-être même de la chauffer un peu pour qu'elle soit assez liquide, pour que ce soit plus facile à étaler sur le dessus de la ricotta. Puis, si certaines personnes qui nous regardent essaient également de leur côté avec la crème de pistache et crème choco-noisette, je pense que c'est un délice. De ne pas hésiter à faire aussi. Fait qu'on pourrait le faire avec la crème de pistache, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. En fait, avec cool. toutes les tartinades qu'on veut, j'ai vu plein de recettes où il y avait différentes garnitures. Donc, oui, complètement. Ça peut tout à fait. Cool. Hop, mais moi, personnellement, la crème de pistache, je la mange à la cuillère. Donc, j'ai pas le temps de faire des desserts. Généralement, c'est comme… La crème de pistache, là, c'est hallucinant. Hein? Je veux dire, tu goûtes à ça une seule fois, c'est fini. On a vraiment des grands fans de la crème de pistache. C'est un très beau produit avec 65% de pistache. Donc, vraiment, c'est un très beau produit qu'on aime déguster. Question comme ça, combien ça prend de pistache pour faire un pot? Alors, heureusement, j'ai le spécialiste à côté de moi qui va peut-être pouvoir m'aiguiller sur combien de pistaches il faut. Écoute, on va te revenir, Alex, on ne revient pas, là. Mais c'est intéressant, c'est vrai. C'est la colle du jour, mais parce que je me dis, tu sais, ça doit tellement en prendre pas mal, tu sais. Oui. Parce que tu peux faire une pâte avec ça, puis tout, là. Et même notre crème de noisette, tu sais, ça, on pourrait… Oui, parce qu'il y a 65% de noisettes dedans, donc on va se renseigner. OK, fait que quand j'aurai la réponse, on va la mettre dans les commentaires. Oui. On aurait dû faire un jeu. Devine combien ça prend de pistache pour faire un pot de crème à pistache. On peut le faire. Il y a trois crèmes de pistache, à gagner avec le café. Je ne sais pas si tu as eu encore l'occasion d'en parler, mais on pourrait… Oui, c'est ça. Mais là j'ai dit au monde, pour participer, il fallait qu'il me donne un commentaire, mais tu sais quoi, je vais bonifier. Michel, il va trouver combien ça prend de pistache pour faire un pot de pistache. C'est Puis bon. la personne qui est capable de me dire, mettons, à 10 pistaches près, je vais lui donner un 2,5 kg de café en extra. Il faut que tu sois à 10 pistaches près du nombre de pistaches. Fait que Michel, il faut que tu te mettes là-dessus, là. Un beau challenge, ouais, c'est bon. Ouais, mais… Fait que là, on a la ricotta. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait ma première base, donc le fond de la tarte. Puis je vais appliquer la ricotta avec un petit peu de sucre que j'avais mis au préalable. Je remets un petit peu. Puis là, hop, on va juste venir étaler sur le dessus. Tu vois, c'est vraiment simple à réaliser. Puis c'est une recette qui est… Tu le vois pas, Maëlys, mais les gens en commentaire, ça ouvre l'appétit. Wow! Mais c'est ça, c'est une très bonne heure pour faire ce genre de show parce que ça ouvre l'appétit, comme tu dis. Oui, Xavier, 2,5 kg, mais il faut que tu trouves à 10 pistaches près combien que ça prend de pistache pour faire un pot de crème à la pistache. Fait que, en tout cas, c'est tout un défi, Xavier, là.
Est-ce que tu as goûté nos 3 crèmes, Alex? Tu as eu l'occasion de goûter les 3? Oui, moi, je goûte à tout. Premièrement, je goûte absolument à tout parce que je suis un gourmand. Donc, oui, mais je suis un gros, comme tout le monde, je suis un très grand fan de la pistache. Ouais, Monique a dit 235 pistaches. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être un peu plus que ça. Écoute, on va essayer d'avoir la réponse avant la fin. Je te garantis rien, mais... Ouais. Fait que, est-ce que tu en mets une couche quand même assez épaisse ou tu fais juste tapisser la pâte? Écoute, j'essaie de répartir. Le but, c'est pas qu'elle soit non plus très, très épaisse, mais tu peux en mettre une bonne couche, juste que ce soit homogène sur tout le dessus, qu'il y en ait de partout. Ah, cool. Cool. Puis à ça, ouais, on va venir ajouter la dernière couche avec la crème de noisette, puis combler avec le crumble par-dessus. Très cool. Hey, c'est tellement drôle, tu ne le vois pas, Maëlys, mais là, j'ai 488, 245, 300. J'ai vraiment hâte maintenant de savoir le... Sérieux, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Parfait. Fait que là, on finit avec la crème de noisette, mais légèrement liquide, hein, c'est ça que tu disais? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai tournée un petit peu juste, tu vois, pour qu'elle soit un peu plus liquide. Puis alors là, on n'hésite vraiment pas. Personnellement, Wow. Je vais en mettre une couche. Puis, tu vois. Ouais, là, honnêtement, même moi, j'ai comme vraiment faim tout d'un coup. puis ça, après ça, tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas le mettre au four, c'est tout? Oui, alors avant ça, il faut laisser reposer 20 minutes au frigo. OK. Mais en fait, oui, juste après ça, ça demande juste 35 minutes au four. Donc, j'ai déjà réalisé le gâteau hier, donc il est prêt. On va pouvoir quand même voir le gâteau finalisé pour avoir l'idée du résultat. Petite question, pourquoi tu dois le mettre au frigo avant de le faire cuire? En fait, c'est surtout pour la consistance du crumble, parce que c'est vrai que là, comme on disait, c'est quand même pas mal émietté. Donc, pour que ça reste consistant, puis que là, tu vas voir quand on va le couper, vraiment, c'est comme un biscuit. Ça devient vraiment comme un biscuit grâce à la cuisson, bien sûr, mais aussi le fait de l'avoir mis au préalable au frigo, ça aide en fait à durcir un petit peu le gâteau. Très cool, très, très cool. Sérieux, c'est quand même assez simple à faire, là, fait que... Ouais, c'est vraiment simple. Bah, écoute, c'est pour cette raison qu'on a choisi aussi cette recette. Puis, on a toutes sortes de recettes aussi sur notre site. On aime vraiment autant faire des recettes sur tous nos produits, en fin de compte, le sucré autant que le salé. Donc, à vrai dire, c'est un peu ça ma question, Maëlys. Est-ce que les recettes que l'on retrouve sur le site sont faciles, un peu comme on vient de faire là? Écoute, je te dirais plusieurs niveaux de difficulté, mais tu as toujours le temps en fait que ça te demande pour la préparation. Mais ça reste quand même des recettes faciles. On a la chance de travailler avec Margherita qui s'occupe de la page Instagram La Petite Casserole, puis qui est notre experte culinaire et elle nous propose toujours de très belles recettes qu'on a la chance aussi de déguster de temps en temps. Donc oui, tu trouveras vraiment, ça reste des recettes simples. C'est cool ça. Mais quand même, cool. C'est élaboré là, mais il n'y a pas de grande difficulté. Moi-même qui ne suis pas une très grande cuisinière, sans aucun problème, je peux les réaliser. Donc, tu vois, ça, c'est la phase, voilà, l'avant-dernière phase. Donc là, je viens de mettre la crème de noisette. Puis, je vais venir tout simplement y mettre le restant de crumble. Donc, le même crumble, en fin de compte, qu'on avait en base. Et puis, juste l'appliquer sur le dessus. Voilà, venir le couvrir. Je ne sais pas si je vais essayer. Ouais. Non, mais on le voit bien. Ok, parfait. Hop. On crée la deuxième croûte par-dessus. Exactement, c'est ça. Puis tu viens, encore une fois, c'est pas grave, c'est pas homogène. Puis tu viens juste l'appliquer comme ça, avec les doigts, juste venir un petit peu appuyer dessus quand même pour que ça reste un peu plus compact. Puis, je pense qu'on a mis moins de 10 minutes, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais tu vois, c'est vraiment rapide là. Non, sérieux, c'est à peu près ça, une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Julie a dit autant qu'on peut en entrer sans que ça déborde. Bonne réponse, Julie, mais non, on veut. Nice try, mais on veut un chiffre. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est donc bien cool, sérieux, c'est quand même assez facile. Ouais. Non, vraiment, là. Je suis curieuse de savoir s'il y a des gens qui vont essayer aussi avec les deux autres crèmes parce que je pense que ça va être très bon aussi. Donc, Voilà le résultat.
Puis Très ça, cool. au frais, une vingtaine de minutes, et puis après au four, donc à 350 à 180 degrés. Et puis donc 350 net. Puis voilà, c'est ça. Après, juste laisser reposer le temps que ça refroidisse, puis c'est bon pour la dégustation. Alors, je vais te montrer le résultat final maintenant. Donc voilà. Oh, wow! Après cuisson. Tu vois, on voit la crème de noisette un peu débordée sur les côtés. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Ça a vraiment l'aspect d'un biscuit, finalement. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer l'intérieur du gâteau. Regarde ça, Alex. Moi, c'est sûr, je vais en manger un bout, là. Ah, ben oui! Oh, wow! Voilà, donc tu vois, on voit la ricotta puis la crème de noisette. Donc, un vrai délice. Je vais tellement essayer ça, là. C'est sûr que j'essaye ça. Vraiment. Puis c'était super facile à faire, fait que vraiment cool. Merci beaucoup, Maëlys. C'était vraiment super le fun. Vous avez vraiment été un super duo aujourd'hui. Je remercierai encore une fois Michel pour moi. Vous m'écrirez, si jamais vous trouvez, là, c'est une part, mais si jamais vous trouvez vraiment le nombre de pistaches que ça prend, là, vous me le direz. On le mettra dans les commentaires. Puis si jamais quelqu'un a trouvé à 10 pistaches près, je réitère mon offre, 2,5 kg de café de plus. Sinon, on va faire tirer un pot de tartinade au choix avec un 500 grammes de café. Fait que, encore une fois, un gros merci. C'était vraiment super cool comme épisode. Café chaud, c'était vraiment un plaisir. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Bye. Salut. Un autre super épisode, un 29e épisode, bientôt 30. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. C'était vraiment super le fun aujourd'hui. Très, très informatif. Merci Michel. Si vous aimez l'huile d'olive, c'est vraiment une belle façon de découvrir ce super condiment-là. Encore une fois, merci à Maëlys pour la recette. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre café chaud. Sur ce, je vous souhaite de passer une super belle semaine. Salut tout le monde.